il a été ministre, il a été élu, il a été député, président du Conseil général, si je me trompe. Il a été avocat tout d'abord, je le fais à l'envers. Mais c'est le seul homme politique que je connaisse qui défend corps et âme la petite entreprise et le Made in France. Il est connu pour ça, avec la marinière. Le fait qu'il soit parmi nous aujourd'hui, c'est un associé, je le dis, il nous a aidé tant qu'il a pu. On a refait ensemble à son domicile, c'est des choses incroyables pour moi. Et merci de ce que tu fais pour nous, Arnaud. Et je sais que tu es un orateur bien meilleur que moi. Ils t'attendent tous. Je te donne la parole. Bien, après cette assemblée générale, comment dire, brève, mais riche des résultats, car je suis venu. Quand est-ce que tu as sorti ton accordéon où tu m'as fait danser ici sur le pavé, là? C'était quand? Il y a 3 ans? Déjà 4 ans. 4 ans déjà? Bon, ben, j'aurais dû revenir plus tôt à l'Assemblée générale. C'était les débuts du rachat temporaire d'actifs, de Capital Initiative et de la vision qu'avec Mathieu, les quelques hussards, missionnaires, débroussailleurs, pionniers, réinventeurs de la finance d'entreprise avaient porté, et au-delà des, j'allais dire, de la région, le désir d'en généraliser l'utilité. Parce que nous vivons d'ailleurs une période où les relations entre la société et l'entrepreneuriat est tumultueuse. Il y a eu beaucoup de changements ces dernières années, puisque toutes les jeunes générations ont décidé finalement de choisir le risque, l'aventure, l'indépendance, l'autonomie, l'entrepreneuriat. Ça a des conséquences sur le salariat. Après le Covid, vous voyez beaucoup de salariés qui disent « Oh là là, moi je pars faire le tour du monde, je démissionne, je ne veux même plus entendre parler d'un quelqu'un qui me donne des instructions, je vais monter ma boîte. » Donc vous avez un mouvement profond dans la société vers l'entrepreneuriat, et vous allez voir apparaître dans les statistiques, dans les années à venir, une part de plus en plus importante de la population qui a décidé de gagner sa vie par elle-même, et non pas en louant ses services, ou j'allais dire, selon l'ancien louage d'ouvrage avant le Code du travail, selon le contrat de travail. C'est-à-dire où il y a la relation de subordination. Et d'ailleurs, c'est un défi pour les entreprises que de réinventer la relation de la subordination qui est dans le Code du travail. Mais ce mouvement de société très profond a un grand avantage pour la société dans laquelle nous sommes, c'est que ce sont là les ressources de la reconstruction économique de notre pays, après 20 ans de mondialisation qui a été ordonnée, décidée politiquement, contre notre, j'allais dire, notre code génétique. La France, je le dis souvent, fait partie de ces pays qui ont vécu un châtiment qu'on avait expérimenté au Moyen-Âge, qui s'appelait l'inconfort. L'inconfort, vous ne pouvez pas vous tenir dans une pièce, ni couché, ni debout. Imaginez le châtiment que ça représente pour un être humain. Mais la France, dans la mondialisation, était en situation d'inconfort. Il y avait 2 pays, d'ailleurs, qui, dans tous les sondages, depuis 20 ans, répondent négativement aux bienfaits supposés de la mondialisation heureuse, c'est-à-dire la mise en concurrence mondiale de ce que nous sommes avec ce que sont les autres. Ça, la mondialisation, c'est le prix mondial. C'est le prix mondial auquel vous devez vous adapter. Bon, évidemment, quand vous avez un modèle social généreux comme le nôtre, des idées environnementales très avancées, avec une écologisation de tous les sujets, bah, c'est sûr que la compétition n'est pas la même pour nous que pour d'autres. Mais il y avait 2 pays qui ont dit non. Ce sont les pays, d'ailleurs, assez voisins et proches, voisins, j'allais dire, par leurs habitudes de travail, les États-Unis d'Amérique et la France. Tous les autres ont fait le choix de s'adapter et d'assumer en quelque sorte leur ouverture mondiale. Le premier, c'est la Chine, qui a décidé d'en prendre la tête. Mais le
le rival américain, lui, a décidé de s'en défendre. Et ça s'est traduit par des politiques protectionnistes extrêmement dures qu'a symbolisé le Trumpisme, qui a décidé de mettre des taxes sur tous les concurrents du monde, y compris contre nos vins, contre nos produits, nos machines industrielles, et tout ce que nous pouvions produire, nous, en Europe, alors que nous étions censés être des amis, paraît-il, ou des alliés, quand ce n'était pas des phénomènes de prédation sur nos grandes entreprises. Eh bien, cette période-là est révolue. Et aujourd'hui, nous avons devant nous la contemplation de certains dégâts, vous l'avez vu sur tous les territoires. J'excepterai l'Alsace, qui a un système économique beaucoup plus solidaire. On parle de tontine, j'en ai parlé tout à l'heure, mon cher René. On parle de solidarité, c'est le mot utilisé pour l'immobilier solidaire. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a des systèmes d'entraide qu'on trouve dans tous les pays industriels résilients qui ont résisté aux crises. C'est le cas des distritti italiens, c'est le cas de l'économie allemande, où le capitalisme familial a résisté à la mondialisation en organisant des systèmes d'entraide et où la finance est subordonnée aux intérêts de l'économie réelle et à l'acte productif, aux outils productifs et aux familles productives. Ce qui n'est pas le cas dans le système anglo-saxon où la finance a pris le pouvoir et pompe l'économie au lieu de la servir. Voilà. La servir au lieu de la, plus loin, servir. Ce paradoxe, ce déséquilibre, nous-mêmes, nous nous sommes laissés tenter par l'anglo-saxonisation du système financier et nous avons aujourd'hui un système bancaire, malgré les beaux restes du mutualisme, l'enracinement sur le territoire, que représente le Crédit Agricole, les grandes banques mutualistes que nous connaissons ici, très présentes en Alsace, et qui ne sont pas présentes partout de la même manière sur le territoire national, et qui assurent en quelque sorte le soutien à l'économie réelle. Eh bien, ces déséquilibres-là, nous en avons vécu les conséquences. Tout le grand est de la France, aujourd'hui, je suis un élu défroqué, hein, j'ai fini ma période, j'allais dire, au service de la nation, j'ai été 18 ans élu parlementaire et élu local, et j'ai vu sur la carte de mon département, en 2008-2009, les points noirs s'accumuler. C'était une espèce de nuage de destruction. Des essaims de points noirs qui étaient les entreprises qu'on perdait les unes après les autres, où il n'y avait ni un système étatique pour résister, ni un système financier pour résister, et où nous avons perdu en série des entreprises qui, comme les arbres, une fois abattus, mettent des années à repousser quand elles repoussent. Parfois, c'est la friche. Et nous avons un pays, aujourd'hui, il faut le dire et le reconnaître, qui, pour l'essentiel de son activité industrielle, est en friche. Il y a les friches industrielles, nous les connaissons, et les friches agricoles. 20% de la surface agricole utile en France est à l'état de friche. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les agriculteurs qui ont arrêté leur activité, qui ont fait faillite, qui ont mis fin souvent à eux-mêmes, dans les tragédies que nous connaissons, eh bien, il n'y a pas de remplaçant. C'est comme l'industrie. Et ça se traduit par un chiffre qui a été oublié de la discussion publique ces dernières années, c'est le commerce extérieur. Moins de 156 milliards d'euros en 2022. Nous sommes en situation du pire mauvais élève de la classe européenne sur les 27, pas de la zone euro. Même l'Espagne, même la Roumanie, même la Grèce ont amélioré leur déficit extérieur. Nous l'avons aggravé. Nous sommes le seul pays dans ce cas-là. Pas seulement pour des raisons énergétiques, mais aussi pour des raisons structurelles que nous n'avons pas affrontées, discutées, et auxquelles nous n'avons pas remédié. Il y a aujourd'hui, mais peut-on le croire quand on le dit? Aujourd'hui, il y a 9000 produits que nous consommons grosso modo en B2C, B2B. Il y en a 6000, nous sommes déficitaires structurellement. Les huiles et les graisses. Est-ce que vous savez qu'on importe du beurre en France? Pourquoi on n'a pas assez les éleveurs ont failli? Pourquoi? Est-ce que vous savez les huiles et les graisses que nous importons 3 milliards chaque année d'huile et de graisse? Si je prends les postes de la balance commerciale, d'ailleurs je suis en train de payer avec les équipes Made in France, parce que je suis votre associé à ce titre, je ne suis pas
personnel, mais avec l'entreprise que je dirige, j'ai commandé une étude produit par produit sur l'agriculture et sur l'industrie pour qu'on sache où est-ce qu'on va faire porter les efforts de la réindustrialisation, puisque le gouvernement ne fait pas ça. J'ai essayé de le faire pour moins de 50 000 balles d'études, mais moi je ne fais pas travailler McKinsey. On fait travailler les gens de terrain, les acheteurs des grands groupes, les coopératives, les filières professionnelles, les organisations patronales, les syndicats, bref, tous ceux qui connaissent l'économie, qui en vivent ou qui y vivent. Et je peux vous dire que quand vous regardez rien que les médicaments alcaloïdes, nous sommes un champion, paraît-il, nous avons la Big Pharma, un champion de la consommation du médicament, nous avons des laboratoires sur tous les territoires de France, pharmaceutiques, et bien figurez-vous que nous importons chaque année 10 milliards de médicaments alcaloïdes. Ce sont les médicaments qui servent à endormir le patient avant les opérations chirurgicales. C'est pas un petit truc. C'est obligatoire quand on les consomme. Alors on nous a parlé du Doliprane. Oui, très bien. Ils ont relocalisé le Doliprane. Félicitations, bravo! Mais les 10 milliards de médicaments alcaloïdes, les 3 milliards d'antibiotiques, ça fait déjà 13 milliards sur 156, vous voyez ce qu'il reste à faire. Je ne parle pas du pétrole, je ne parle pas là de l'énergie et des énergies fossiles. Je parle de produits du quotidien que nous avions l'habitude de produire ici et qui sont partis sans retour. Je pourrais vous parler des matériels de manutention. Dans ma région, dans ma Saône-et-Loire, c'est le département le plus peuplé de Bourgogne-Franche-Comté, monsieur le président de la Bourgogne-Franche-Comté. Dans la Saône-et-Loire, vous devez le respect quantitatif, parce que nous avons le plus gros PIB de la région. Même si c'est une petite région, bien sûr, c'est pas l'Alsace, c'est son rayonnement mondial. Enfin, quand même, la Saône-et-Loire, c'est le premier département de Bourgogne, devant la Côte d'Or et devant le Doubs. Eh bien, nous avions Potin, les grues. Vous vous souvenez les grues de Potin? 2008, je suis allé, j'étais président du département, je m'en souviens comme c'était hier. C'était un actionnaire américain, Manitowoc, qui avait acheté cette usine qui fabriquait, qui employait des centaines de personnes, qui fabriquait des grues en série. Et il n'y a eu personne pour sauver cette entreprise. Personne n'a pensé qu'il fallait mettre le chômage technique à l'époque. Même M. Sarkozy, qui était à l'époque, je suis allé toquer à la porte des ministères, on nous disait c'est pas possible. Vous savez, on dit toujours c'est jamais possible. Mais les Allemands, eux, l'ont fait. Et ils ont gardé leur industrie. Les Italiens l'ont fait. Ils ont gardé leur industrie. Mais nous, on l'a laissé tomber. Nous, on a dit s'ils sont en faillite, c'est donc qu'ils sont mal gérés, donc c'est justice qu'ils meurent. C'est comme si on disait devant toutes les personnes qui se présentent à l'hôpital, qui sont malades, s'ils sont malades, c'est qu'ils doivent mourir, donc on ne va pas les soigner, surtout pas. Mais les entreprises, ce sont des organismes vivants. Donc s'ils sont malades, il faut les soigner, donc il faut s'en occuper. Eh bien, c'est ce que fait RTA, enfin Capital Initiative, et son rachat temporaire d'actifs. Il s'agit de s'intéresser à la microéconomie. On ne s'en est absolument pas occupé. Le résultat, eh bien, c'est moins 156 milliards. Alors vous allez me dire, on ne va pas pleurnicher sur le lait renversé. On va regarder ce qu'il faut faire. Et je suis venu, d'une certaine manière, apporter à la fois et mon expérience d'entrepreneur, d'ancien élu local, ça compte, et puis en même temps de parlementaire et de membre du gouvernement. Donc, la vision que moi je développe, et c'est pour ça qu'on a besoin des initiatives qui ont été ici prises, et je terminerai mon propos en le réservant à l'hommage qui doit vous être rendu sur l'importance de ce que vous faites ici. Nous devons relocaliser sur le territoire national, si nous voulons remonter le PIB industriel, grosso modo, à 15%, c'est-à-dire l'équivalent d'Espagne. Oui. L'Italie est à 19, l'Allemagne est à 23, on est à 10, 11. Remonter 4 points de PIB sur nos capacités industrielles suppose que nous relocalisions 50 à 70 milliards de chiffre d'affaires sur le sol national. Vous savez ce que c'est que 50 à 70 milliards? Vous avez tous eu des boîtes plus ou moins
vous connaissez tous plus ou moins la situation des entreprises. Quand vous faites 2 millions de chiffres d'affaires, ben dites-vous qu'il faut faire un multiple de X pour arriver jusqu'à 50 à 70 milliards en global pour que la France recommence à ressembler à quelque chose et qu'elle puisse être en capacité de s'autofinancer. Parce que je voudrais quand même vous dire qu'une balance commerciale qui est déséquilibrée, il y a une balance des paiements qui la rééquilibre. C'est comme un bilan, c'est toujours équilibré. Donc ça veut dire qu'il y a aujourd'hui des créanciers qui viennent faire leur shopping en France et qui achètent l'immobilier, qui achètent les entreprises, qui achètent les vignes, qui achètent les exploitations agricoles, les terres, pour pouvoir financer par des flux entrants tous les flux sortants. Chaque fois qu'on fait un chèque de 35 ou 40 milliards à la Chine, un chèque de 20 milliards à l'Allemagne, ben, il faut trouver 50 milliards de Chinois ou d'Allemands qui sont excédentaires pour investir en France. C'est pour ça que le gouvernement passe son temps à se glorifier de l'investissement étranger en France. Mais l'investissement étranger en France, ce sont des centres de décision qui nous échappent, des lieux d'implantation qu'on ne décide pas, des niveaux d'emploi, de technologie qui ne sont pas les nôtres. Quand on crée 3 gigafactories sur les futures batteries électriques, tant mieux sur les 45 sur le continent européen. Les gigafactories que nous implantons sur le territoire, elles dépendent de technologies qui ne sont pas les nôtres, elles dépendent de capitaux qui ne sont pas les nôtres, même si le gouvernement subventionne pour les faire s'installer, et elles dépendent de centres de décision qui nous échappent. D'ailleurs, quand le gouvernement de M. Joe Biden a décidé de mettre 350 milliards de subventions pour faire venir de façon prédatrice et captive des industries sur le territoire américain, vous avez 65% des projets de gigafactories sur le sol européen qui ont dit « Stop, nous repartons aux États-Unis ». Donc, nous ne pouvons pas glorifier des investissements à l'étranger. Nous devons donc maintenant avoir une stratégie de reconstruction de notre économie par l'entrepreneuriat, c'est-à-dire par nos propres ressources, avec notre ingéniosité, avec notre système financier, notre taux d'épargne qui est très fort. Nous avons 2500 milliards de matelas d'épargne. Ce sont nos fonds de pension. On dit qu'on n'a pas de fonds de pension. Bien sûr que nenni. Ce sont justement de l'épargne défiscalisée dans l'assurance vie qu'aucun gouvernement n'a prié de venir s'investir dans l'économie productive. Par exemple, ça fait partie des choses que j'ai demandé, que je n'ai jamais obtenu à l'arbitrage. Lorsque nous avons 125 milliards dans les fonds de réserve de retraite, pourquoi on achète des obligations singapouriennes? Ça n'a aucun sens. Négative. Rémunération négative. Moi, je préférerais qu'avec cette épargne, on pourrait mettre 1 milliard sur la nouvelle banque qui s'appellerait Capital Initiative, qu'on va capitaliser. On met 1 milliard et on met des renéances dans tous les villages de France. Et vous allez voir l'économie qui, soudain, va croître et embellir. Mais c'est simple, non? Mais ça, il faut dire quoi? Aux institutionnels de l'assurance vie, qu'en contrepartie de la défiscalisation, ils mettent 1, 2, 3% des encours ou de la collecte sur l'économie réelle. Et on leur propose même des véhicules dérisqués. Mais ça, il faut juste s'en occuper. Il faut avoir un ministre des Finances qui s'intéresse à la microéconomie. Donc, il va falloir relocaliser 70 milliards. Comment on va faire? C'est ça notre problème. Comment on va faire? Avec un système bancaire qui n'aime pas les risques, une épargne qui va se loger à l'étranger, des investisseurs qui sont pour l'essentiel étrangers, il n'y a pas d'argent dans l'equity. Je rappelle que 94% de l'épargne des Français va dans l'immobilier. Ne va pas dans 4% dans les entreprises cotées, et le reste dans ce qu'on appelle l'equity, c'est-à-dire les fonds propres sur les entreprises non cotées. Donc vous voyez bien qu'on a besoin d'utiliser l'épargne autrement et de la réorienter pour financer la renaissance industrielle. Alors écoutez, je vais vous dire, il faut faire les choses d'une façon assez méthodique. Alors là, j'ai commandé 2 études, l'une à un spécialiste de l'industrie, qui a dans sa main les acheteurs de tous les grands groupes qui demandent de la relocalisation en France. Donc il y a quand même un espoir. La marinière a fait petit.
Maintenant, vous avez les acheteurs des grands groupes qui disent « Moi, je veux du français, mais je n'ai pas d'industrie en face. Elle est morte, absente, donc comment faire ?» J'ai la même chose dans la distribution, dans l'agriculture et l'alimentation. Et nous avons en face des agriculteurs qui sont épuisés, surendettés, qui ne savent pas comment gérer, qui ne savent pas ouvrir leur capital. Et donc, nous avons un sujet entre les besoins de la société qui commencent à pousser vers le Made in France et un appareil productif qui est à plat, épuisé, cramé, découragé et qui ne sait pas comment faire. Alors il y a une espérance, c'est cet entrepreneuriat auquel je veux rendre hommage. C'est tous ces jeunes qui ne veulent pas travailler, comme vous dites, longtemps, moi je le dis aussi, que les gars, ils me claquent leur dème en 30 secondes, ils disent, il va faire. Ah, ben je vais monter ma boîte. Je dis, c'est bien. Ça me rassure. C'est-à-dire ceux qui refusent le salariat et qui ont décidé, d'ailleurs mon propre fils qui a fait de belles études, j'en suis content, je n'ai pas gagné, hein, il a fallu lui botter un peu les fesses, il a fait l'école de commerce de Lyon, EM Lyon, et je lui dis, tu es allé en stage chez Natixis, est-ce que ça te plaît? Il me dit, franchement, jamais de ma vie j'irai travailler dans une organisation pareille. Moi je veux monter ma boîte. J'ai quel argent? Je dis, je vais aller à Monoprix, j'ai des préparations de commandes à faire. Je dis, très bien, vas-y, très bien. Bon, voilà, c'est un mode de vie. Moi, quand j'ai commencé dans la vie active, mes parents, ils étaient inquiets parce que j'étais avocat. Ils disaient, mais comment tu vas faire pour tes fins de mois? Ils voulaient que je sois fonctionnaire. Parce que mon père était inspecteur des impôts, un gablou, et ma mère était professeure d'espagnol, certifiée, professeur certifié de la grande éducation nationale. Donc évidemment, quand ils ont vu que le fiston, il préférait aller parler aux juges en profession libérale avec de l'hermine sur le corps, ils se sont dit, qu'est-ce que c'est que cette profession exotique où rien n'est garanti à la fin du mois? Je leur ai dit, ne vous inquiétez pas, les banques, j'irai leur parler. Ça ne va pas manquer, je me suis brouillé avec toutes, et y compris au gouvernement, car un jour je les ai convoqués, je leur ai dit, écoutez, maintenant, on est en crédit crunch, l'économie n'est pas financée, il va falloir vous desserrier les taux. Et c'est exactement ce qu'on recommence à vivre aujourd'hui, d'ailleurs c'est ce qu'on ressent particulièrement dans le logement, la construction de logements, les promoteurs sont en train de le dire, toute l'économie est en train de s'arrêter. Il y a un autre facteur qui est arrivé par là-dessus, et qui est un facteur paralysant, c'est l'affaire des factures d'électricité. René en a dit un mot tout à l'heure dans son propos introductif. Nous avons de très nombreuses entreprises, de toute taille. Alors les grandes, c'est sûr, quand vous avez le patron de Michelin qui déclare devant 300 personnes à Clermont-Ferrand, ma facture d'électricité était 250 millions en 2021, elle est passée à 1,3 million, à 1,3 milliard à 1,3 milliard en 2023. Encore 6 mois comme ça, je déménage tout Michelin hors de France, ça devrait quand même soucier un tout petit peu les pouvoirs publics. Alors, ils ont arrangé l'affaire avec les électro-intensifs, les grandes entreprises qui consomment beaucoup. Et après, ils ont dit, oui, mais les boulangers sont arrivés à Noël en disant, on a fait x10 sur notre facture d'électricité, on est désolé, mais on va tous faire faillite. Alors, ils ont dit, en dessous de 2 millions de chiffres d'affaires, en dessous de 10 salariés, on va vous faire des ristournes, on va ouvrir le guichet. Alors, en dehors du fait qu'on culpabilise la personne qui a laissé passer le délai, comme si c'était une procédure, on devrait retrouver un prix d'électricité qui était le plus compétitif d'Europe grâce aux investissements de génération dans le nucléaire, dans l'hydraulique, les barrages, j'en dirai un mot dans un instant. Mais franchement, culpabiliser les gens parce qu'ils ont des factures qui sont passées, comme tu disais René, tu as donné des chiffres, de 4 000 à 48 000, mais j'en ai tous les jours, des gens qui m'appellent. Il y a un gars qui m'a appelé de Lisieux près de Vannes. Il fait des bûches comprimées, des bûches de nuit, pour les gens qui mettent des bûches pendant la nuit, qui ne veulent pas se lever. C'est des bûches comprimées où le carbone est compressé, et en conséquence de quoi, il les vend un peu plus cher, mais il faut de l'énergie pour faire ça. Alors, il m'a dit, c'est très simple, ma facture est passée de 1 500 € par mois à 39 000. Voilà. Et donc, moi, je vais à l'autre tribunal de commerce. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne vous dirai pas comment j'ai eu votre numéro de portable, mais je me permets de vous appeler à l'aide parce que personne ne nous écoute. Alors, je suis allé chez la ministre. J'ai demandé un rendez-vous pour ce monsieur. Je lui ai dit, alors, qu'est-ce que vous faites, les gars, là, merci, vous vous intéressez un peu aux TPE, aux petites entreprises?
D'autant que c'est votre responsabilité. Si le prix de l'énergie a bondi, ce n'est pas les centrales nucléaires qui ont augmenté le prix de sortie de l'énergie, ce n'est pas les barrages. Vous savez combien ça coûte de produire de l'électricité à la sortie des barrages? 25 € le mégawatt. Mégawatt, c'est 1000 kilowatts. Hein, c'est pas compliqué. Regardez la différence de prix. Les sorties de centrales nucléaires, pas celles qu'on a fermées à tort à Fessenheim, mais de toutes les centrales nucléaires du parc nucléaire français ancien, c'est 50 €. Voilà. Et même le renouvelable, les éoliennes ou le photovoltaïque, c'est 120, 130 €. Et le nouveau nucléaire de Hinkley Point ou Sizewell en Angleterre, c'est 120, 130 €, avec une garantie du gouvernement britannique à peu près de ce prix-là. Bon, donc, pourquoi paye-t-on le prix qui n'est pas le prix de ce que nos investissements, génération après génération, ont permis d'offrir à l'économie française et aux ménages français et aux entreprises françaises? Tout simplement parce que on a des gens qui considèrent que le marché européen est une religion et qu'il ne faut jamais rien toucher d'un cheveu au marché européen. Mais le marché européen, c'est quoi? C'est la mise sur le marché de quantité d'électricité dont on sait que le prix, qui est lié à une offre et une demande, n'obéissent qu'à des impulsions publiques ou géopolitiques, mais qui n'ont rien de rationnel. Donc quand Poutine ferme, ou on lui fait fermer le gaz en sabotant y compris ses pipelines, ou quand l'Ukraine est en guerre parce qu'il y a un pipeline qui passe par l'Ukraine, et qu'on a indexé le prix de la facture d'électricité sur le dernier prix d'appel, c'est-à-dire le plus cher, des centrales en fonctionnement au gaz, on indexe le prix d'électricité français sur le prix du gaz russe inexistant. Donc, on fait bondir les prix. Donc, vous avez tous les vendeurs d'électricité grossistes comme EDF et tous les autres sur le marché qui achètent au prix du marché européen, qui se ruinent et qui se vengent sur leurs clients. Voilà le résultat. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Moi, j'ai été convoqué sous serment pour parler devant la commission d'enquête sur l'énergie. Je suis allé avec des conditions. J'ai expliqué l'histoire du nucléaire et pourquoi il fallait continuer, comment je m'étais dans un gouvernement composé d'écologistes quand même. Un an après qu'il s'est réuni, j'ai été nommé à Bercy, un an après Fukushima, comment nous nous sommes battus pour garder la filière nucléaire et on n'y est pas si mal parvenu parce que, mis à part Fessenheim qui a été fermé, le nucléaire, 10 ans après, est relancé. Le seul dégât, on l'a payé sécurité, c'est-à-dire qu'on a laissé s'abîmer 1 EDF, 2 Areva qui a été en faillite, 3 les capacités de protection de notre parc nucléaire. Mais dans l'ensemble, on a survécu à cette période et maintenant il y a une relance du nucléaire, des investissements qui redémarrent et finalement, mis à part Fessenheim, il n'y a pas eu trop de dégâts, on va prolonger les centrales. Il reste maintenant à trancher la question de le point le plus important, c'est le réacteur Astrid, c'est-à-dire celui qui nous débarrasse des déchets nucléaires, de l'uranium déjà utilisé. Comment on vide la piscine de la Hague? Eh bien, il y avait une stratégie qui avait été imaginée par les ingénieurs d'EDF dans les années 80-90, c'était le surrégénérateur qui utilisait l'uranium et nous évitait, la dépendance vis-à-vis des mines du reste du monde, puisque nous n'avons plus de mines en état de fonctionner d'uranium en France, et surtout permettait de nous débarrasser des déchets en appauvrissant l'uranium à chaque cycle de réutilisation du combustible usagé. Ce choix a été interrompu par M. Macron, le gouvernement actuel, c'est une erreur. Il reste encore à se battre pour que la fermeture du cycle du carburant, comme ça qu'on parle dans le monde du nucléaire, soit organisée au profit de l'indépendance de la souveraineté française. Mais en attendant, comme beaucoup d'observateurs, M. Quatrepoint, M. Olivier Marleix, président du groupe LR, et tout le monde est capable d'avoir une pensée de bon sens. Monsieur Quatrepoint était journaliste au Monde, écrit de nombreux livres sur l'indépendance française. Monsieur Loïc Le Floch-Prigent
je me suis retrouvé dans un colloque avec lui. Nous sommes alignés absolument, monsieur Louis Gallois, ancien patron d'Airbus et de la SNCF, nous sommes retrouvés tous alignés sur la position consistant à dire nous devons nous débrancher, non pas physiquement du commerce de l'énergie européenne, du marché de l'énergie européenne, mais de la formation du prix. Nous n'avons aucune raison, en urgence nationale, d'accepter des règles européennes stupides et destructrices de notre économie. Donc ça, c'est une position politique que nous n'arrivons pas à faire entendre. Lorsque je suis allé donc voir la ministre pour ce fabricant de bûches de Lisieux près de Vannes, elle m'a dit « on s'en occupe ». Je dis « vous allez lui répondre, vous allez l'appeler et régler son problème ». Elle dit « on s'en occupe ». Très bien. J'ai appelé tout à l'heure avant de prendre le train, intéressé, je dis « monsieur Le Coster, où en êtes-vous » Sa boîte s'appelle Bûche de Nord. Ben, ça marche pas mal ton truc, hein, mais là il ne peut plus. Là, il a demandé une protection du tribunal de commerce, il ne peut plus payer ses factures, donc il va être en recouvrement forcé. Et puisqu'ils ont tous interrompu. Et puis il s'est aperçu, quand il a mis sa facture dans le journal, il en est sorti 50 dans son canton, dans son coin. Et j'ai découvert qu'il y a une pétition qui circule de 22 000 entrepreneurs qui ont sorti leur facture. Mais qu'est-ce que vous attendez les Alsaciens? Sortez les factures. Il n'y a que ça qu'ils peuvent comprendre. On en est là. Monsieur le maire a déclaré qu'il n'y avait pas de problème. Que c'était passager, conjoncturel et temporaire. Ben, les faillites, elles sont définitives. Elles ne sont jamais temporaires. Donc il faut maintenant se battre. Si on peut m'entendre en dehors de cette salle, je le dis, il ne faut pas laisser faire. Je suis allé là visiter les confitures hier, 300 000 € de plus en un an. C'est-à-dire qu'en fait, la marge a disparu. C'est de l'argent. Donc, on donne de l'argent aux énergéticiens au lieu de mettre de l'argent dans le personnel, dans l'investissement, dans les nouvelles machines, dans la conquête de nouveaux marchés. Donc, on est en train de tuer, même les entreprises qui survivent, on est en train de tuer l'avenir de ces entreprises. C'est absolument scandaleux le silence qui règne sur ce sujet. Et j'ai décidé de prendre la parole autant que je le peux, avec mes moyens. Je ne suis qu'un ancien ministre, un défroqué de la politique. Mais je crois quand même qu'on ne fait pas fausse route en demandant au pouvoir public des mesures radicales pour répondre à un problème dramatique et épouvantable. Voilà. Alors, dans ce cadre-là de reconstruction, qu'est-ce que le gouvernement fait aujourd'hui? Ils ont fait une bonne chose. Ils ont mis 54 milliards sur la reconstruction de l'industrie. Ça s'appelle France Relance 2030. C'est l'argent de l'Europe, d'ailleurs. Ceci ayant un lien avec cela. Et donc cet argent, il est utilisé avec des appels d'offres, des appels à projets, des appels à manifestation d'intérêt. Donc, moi j'en ai gagné déjà 2 avec les 10 entreprises que j'ai créées, avec des équipes, hein, parce que mon entreprise s'appelle Les Équipes du Made in France, donc on crée des équipes métier par métier, avec des dirigeants dans chaque secteur. Alors on en a gagné 2. La compagnie Zamand a gagné 3 millions pour construire son usine dans le Var, et la Ferromobile, les véhicules qui permettent de réouvrir les lignes désaffectées par la SNCF et de transformer les véhicules de série automobiles en métro automatique pour permettre aux gens d'avoir des transports en commun là où ils ne peuvent plus descendre dans leur moteur. Là aussi, l'ADEME nous a octroyé 10 millions. Donc, merci. Mais alors, il a fallu passer l'ENA à chaque fois. C'est comme un concours. Donc, alors nous, on s'est posé, on a fait des études, voilà, mais franchement, il y a des génies de la technologie, des génies de l'entrepreneuriat. Il y en a partout en France qui créent des startups industrielles en ce moment. Et je dois vous dire que aller devant les jurys de ces messieurs, souvent peu des dames d'ailleurs, qui distribuent l'argent public, est toujours, il y a toujours un écart culturel entre l'entrepreneur et le pourvoyeur de fonds publics. Mais, admettons que ça se résorbe, et que les 54 milliards soient bien employés. Est-ce qu'avec 54 milliards, on peut faire 54 milliards de chiffre d'affaires? Question intéressante.
est-ce qu'avec 1 000 € investis, on peut faire 1 000 € de chiffre d'affaires? Rien de sûr. Il faut que le secteur bancaire soit là, que l'argent privé soit au rendez-vous, et que l'argent public serve de levier d'une mobilisation nationale autour de ça. Alors c'est la raison pour laquelle, croyant dans cette politique de renaissance de l'industrie, nous sommes en train de créer un fonds souverain, privé, pour l'industrie et pour l'agriculture, qui va permettre de financer, une fois la technologie des startups dérisquées, le basculement vers la construction d'usines. Parce que personne ne finance la construction d'usines. Alors, RTA, un peu plus, pour les créateurs. Mais la construction d'usines, par exemple, on est sur un dossier dans le Luberon, dans le Vaucluse, des jeunes réinventent l'industrie sucrière, utilisent des fruits existants, des jeunes qui ont 30 balais, des têtes pensantes, qui ont imaginé une nouvelle technologie, le font avec d'ailleurs dans l'écosystème des industries locales du fruit confit, et nous sommes très intéressés à soutenir leur initiative et à financer leur première usine. Mais il est évident que nous allons devoir le faire à une échelle considérable. Si on arrive à lever 1,5 milliard, on sera content, mais ça ne sera encore pas suffisant. Donc c'est une mobilisation de la société tout entière qu'il faut organiser, et je pense, et je voudrais terminer mon propos par cet hommage, je pense que Capital Initiative, qui a fait un travail de terrain extraordinaire, au soutien d'entrepreneurs, en leur sortant du bilan tout ce qui est lourd, infinançable, et en permettant en quelque sorte d'obtenir des liquidités à remettre dans l'entreprise pour se déployer, c'est un modèle économique central et qui, dans lequel je crois depuis que René et Mathieu sont venus me voir dans ma fermette de Montreuil en Saône-et-Loire, je m'en souviens comme c'était hier, c'est un modèle stratégique de refinancement. C'est ce que les collectivités locales devraient faire. Quand j'étais à la tête de la Saône-et-Loire, nous avons créé la scène patrimoniale, c'est-à-dire une société d'économie mixte patrimoniale qui a pour but de faire ce que font René et Mathieu et son équipe, et leur équipe, en retirant du bilan le prix trop lourd de l'immobilier, le refinançant en permettant, contre location, d'avoir du cash en contrepartie. Après, il n'y a pas d'engagement de la cession à l'issue. Bon, pourquoi? Parce que le système bancaire a dit, la banque c'est nous, personne d'autre. Et pourquoi? Les tontines, c'était pour ça. Là, ça repose sur la confiance morale entre des hommes et des femmes qui se serrent la main. Mais il serait bon que nous puissions imaginer que Capital Initiative puisse devenir en soi un établissement, et c'est mon rêve, pour René, Mathieu, toute l'équipe, vous tous, actionnaires, associés, devenir une banque de plein exercice. C'est ça qu'il faudra obtenir. Qui puisse gérer ce que aucun secteur bancaire ne peut faire seul, ne veut faire. Pour des raisons de soutien abusif, puisque c'est exactement... Et donc, c'est exactement les raisons pour lesquelles les banques ne sont pas en premier plan, mais vous prêtent de l'argent à vous, parce que ce n'est pas le même débiteur que celui auquel ils ne peuvent pas prêter. Eh bien, c'est exactement ce vers quoi il faudrait s'acheminer. Il y a beaucoup d'épargne en France. Il faut le mettre dans le RTA, dans le rachat temporaire d'actifs. Il faut guider l'épargne vers Capital Initiative. Et pour moi, l'objectif, c'est de faire de Capital Initiative un établissement national avec beaucoup de capitaux et d'en faire la banque complémentaire des territoires pour soutenir les entrepreneurs, les entreprises dont nous avons besoin dans la période actuelle. Il y a un garçon qui m'a beaucoup aidé à comprendre la situation dans laquelle nous sommes et comment nous pourrions nous en sortir. Il s'appelle Olivier Blanzy. C'est un gars qui a été à la tête de la division Europe de Saint-Gobain. Il travaille pour PricewaterhouseCoopers. C'est lui qui a fait faire toutes les études de la balance commerciale dont je me suis inspiré pour vous donner les chiffres sur les médicaments alcaloïdes, par exemple, ou les matériels de manutention. Il a fait une étude secteur par secteur. J'ai dit, je veux l'étude produit par produit. Il m'a dit, la solution pour réindustrialiser le pays, c'est de repartir des entreprises qui sont dans les territoires et qui doivent créer des nouveaux business. Mais il faut le faire de façon méthodique.
Donc moi, j'ai accès à tous les acheteurs de tout le CAC 40 et même au-delà du CAC 40. On voit ce qu'ils veulent. Et bien en face, il faut mettre une nouvelle offre. Parce qu'il y a du business, il y a des LOI, comme on dit. Il y a des clients. Et il faut que les entrepreneurs, territoire par territoire, se remettent à imaginer la suite. C'est pour ça qu'à chaque fois, comme chez Brière, chaque fois que je vois un entrepreneur qui marche, je lui dis, restez pas seul, imaginez un nouveau business, ouvrez votre capital, mettez du cash, allez chercher le... Et s'il faut mettre du cash, il y a Renéance, il est là. Voilà, c'est ça qu'il faut faire, c'est-à-dire de l'intrapreneuriat industriel à partir des entreprises existantes. Ça, plus les startups industrielles, puis le mouvement entrepreneurial, ben, je crois qu'on peut y arriver. C'est comme ça qu'on va remonter le pays, il faut 10 ans, mais on va y arriver. D'ailleurs, je vais vous dire, au lieu de s'engueuler sur cette histoire des retraites, pour moi personnellement, je vais vous dire aujourd'hui, je vais vous dire la vérité, on est à 63,2 années en effectif. On se bagarre pour 8 mois. Non mais, vous avez vu dans quel état on a mis le pays en 4 mois? Pour une histoire de 8 mois. Par ailleurs, c'est des 8 mois qu'on inflige à ceux qui ont commencé jeunes, qu'on travaille dur et plus longtemps que les autres. Donc c'est injuste. Donc il y a un peu de vérité. Bon, beaucoup de vérité dans le refus. Mais moi je vais vous dire, si on met en place ce plan-là, mobilisation de l'épargne, soutien à l'entrepreneuriat, organisation méthodique territoriale d'une nouvelle offre industrielle et agricole, ça marche avec l'agriculture, eh bien, on va créer 1 million d'emplois de plus. Avec 1 million d'emplois de plus, on paye nos retraites. On paye même nos services publics. On paye tout. D'ailleurs, par rapport à l'Allemagne, quand vous prenez la part des actifs au travail en France et en Allemagne, on est à 7 points en dessous de l'Allemagne. Ils sont à 76% de personnes au travail. En France, on est à 69%. Donc il y a 7% de personnes en âge de travailler qui ne travaillent pas en France. Chômage volontaire, éloignement. Vous avez un chômage longue durée délirant en France. Les gens sont eux-mêmes découragés. Donc il va falloir... Ça, c'est une mobilisation nationale. Donc au lieu de diviser la nation sur des réformes inutiles, stupides, excusez-moi, on aurait mieux fait de rassembler la nation sur un projet mobilisateur, disant, bah, écoutez, il nous manque 1 million de gens au travail, et ben on va les trouver. Et on va les payer à se former, à retourner au travail, à abandonner les expédients du RSA, de tout ce qu'on veut, et de se remettre à participer aux grandes œuvres nationales de redressement de pays. C'est un travail de redressement, mais c'est un travail de réconciliation. Voilà, j'ai fait ma déclaration de politique générale ce soir devant l'Assemblée générale, et non pas nationale, de Capital Initiative. Je voudrais, pour terminer en conclusion, remercier René, qui pour moi est un visionnaire, fait partie de ces héros du quotidien dont on ne parle pas assez. Et je voudrais franchement lui dire à quel point sa vision est juste, humaine, puissante, et qu'elle ira très loin. Et ce n'est que le début d'une grande histoire que ce que tu as commencé ici avec les tiens. Et je vois que ça commence à faire des petits un peu partout. Il faut continuer ce travail. Donc, bien sûr, tu peux compter sur mon activisme pour faire connaître Capital Initiative. Mais je vais quand même faire une chose en sortant de cette réunion. Je vais te proposer à la Légion d'honneur. Parce que des gars comme toi, bon, on donne la Légion d'honneur aux footballeurs. Franchement, toi, tu marques des buts, c'est vrai. Hein, des vrais qui comptent pour la suite. Tu en as déjà marqué 100, toi. Il est ballon d'or, René. Hein, il a marqué combien de buts pour la France? Combien d'entreprises sauvées, défendues? Voilà, les héros du quotidien. Bah, on en a un ici. Je voudrais lui rendre cet hommage, le remercier pour tout ça et te dire merci René, merci pour la France. Vive la République. Vive la France.